Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Tout sur les RI, une émission de géopolitique vous permettant de mieux comprendre les réalités des relations internationales. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter notre première rubrique intitulée Et si on en parle. Et avec notre invité, on va parler de relations internationales, d'enjeux qui se passent dans le monde. On a l'honneur de recevoir avec nous M. Léon. Bonsoir, M. Bonsoir. Merci de votre invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi de participer avec vous à ce programme. Et félicitations pour l'avoir entrepris. Merci, M. Léon. Donc, on va parler du Venezuela. Quelle est votre grille de lecture du premier mandat du président Nicolás Maduro? Alors, moi j'ai toujours compris que Nicolás Maduro avait pris une charge dans la succession du grand leader régional de Hugo Chavez et qui était une charge énorme pour lui. Comment succéder à un leader comme Hugo Chavez? C'est comme demander qui succède à Fidel Castro. Après Castro, c'est Castro, après Chavez, c'est Chavez. Mais Maduro n'a pas, malheureusement, à mon sens, la stature pour supporter la charge, et la carrure aussi pour supporter la charge politique et idéologique de Hugo Chavez. Cela dit, il a succédé à Hugo Chavez dans la lignée, dans la suite de cette politique bolivarienne instaurée par Hugo Chavez. Mais le rayonnement que Chavez avait, on a tout de suite compris que Hugo Chavez et Maduro ne l'aura pas. Parce qu'ils n'ont pas la même personnalité, ils n'ont pas le même poids international. Cependant, je crois qu'il l'a assumé quand même, dans la mesure du possible. Certains avaient cru à un certain moment que plutôt il céderait parce que la mort de Hugo Chavez pourrait aussi signifier la mort de cette expérience socialiste bolivarienne de Chavez. Mais il a quand même fait son temps, Maduro, et aujourd'hui, il fait face à de sérieuses difficultés. Et parce que justement, le régime bolivarien de Hugo Chavez avait ses forces, et ses forces, elle puisait ses forces dans la personnalité de Hugo Chavez, mais aussi ses faiblesses, c'est l'absence de Chavez. Quand Chavez n'est pas là, comment poursuivre sa politique, comment imprégner sa politique avec la même personnalité que Chavez dégageait. Et voilà, c'est ça la faiblesse de ce régime et aussi la faiblesse de Nicolás Maduro. De 2014 à 2017, on a eu une très grande vague de manifestations dans les rues, on a eu une forte pénurie, on a une inflation assez extraordinaire. Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette maladresse, cette mauvaise gouvernance du président Nicolás Maduro qui a voulu utiliser le pétrole comme l'a fait son successeur? Le pétrole, c'est l'arme diplomatique de la politique idéologique, de l'idéologie de Chavez. Et à trop puiser dans le pétrole, après, il ne reste pas grand-chose. Mais ce n'est pas ça, parce que le Venezuela est un pays, l'un des premiers pays producteurs de pétrole. Et le Venezuela a encore beaucoup de pétrole dans ses réserves. Non, c'est la gestion justement de cette richesse qui a été mal faite. Déjà avec Hugo Chavez, parce que Hugo Chavez, le point critique dans cette politique bolivarienne est le fait que Hugo Chavez avait distribué beaucoup de cadeaux, je dirais, pour avoir un soutien politique du sud des pays de l'Amérique latine, pour soutenir sa vision politique, sa vision idéologique face aux géants que représentent les États-Unis. 18 pays, par exemple, ont bénéficié des largesses du Venezuela, puisées dans le pétrole, avec le programme Petro-Caribé, dont Haïti a bénéficié aussi. Mais ça a un coût. C'est un manque à gagner quand même pour le Venezuela et pour le peuple vénézuélien. Et cette mauvaise gestion économique de cette richesse, pas inépuisable, intarissable, du pétrole du Venezuela, à mon avis, a un peu fait affaiblir la politique, l'idéologie, d'autant que Chavez n'avait pas réussi à réaliser ce qu'il voulait faire, une banque pour la région, les banques du Sud, pour supporter les pays du Sud par rapport à une politique trop exigeante du Nord dans la coopération. Donc, à mon avis, la faiblesse de Maduro est venue de là aussi, de l'épuisement de cette politique économique. Ma bon pétrole, pour mon soutien idéologique, à un certain moment, il a affaibli. Et le peuple Venezuela paye conséquences dans tout. Parce que ça n'allait pas bien au Venezuela aussi économiquement. C'est un pays qui, malgré toute richesse, a vécu dans les difficultés. Et les difficultés viennent encore multiplier et paraît plus après le départ de Chavez, donc à l'arrivée de Maduro. D'où Maduro vient encore plus de difficultés pour gérer ça que Chavez a géré et il n'a pas qu'à trahir.
Sinon, ce serait trahir l'esprit bolivarien de Hugo Chavez, qui avait quand même un support populaire à l'interne et aussi un support externe avec des pays qui bénéficiaient de cette politique. Le 23 janvier, Juan Guaido déclarait que c'est nouveau président et qu'il prêtait serment pour remplacer Nicolas Maduro. Qui ont interprété ça aujourd'hui? C'est un paradoxe, quand même politique, mais de la démocratie. Juan Guaido sortit dans des élections que Maduro fait. Donc, on a considéré que nous avons un système de démocratie. Et d'autant plus paradoxal que Juan Guaido, l'opposition vénézuélienne de préférence, avec Guaido en tête, a bénéficié de cette démocratie, des élections libres qui veulent. Parce qu'il se trouve que voilà un pays où tu as quelqu'un qui a pris le pouvoir et qui a une constitution qui permet que le réélu, quand même, qui quittait une opposition existée à un point tel que il y ait une élection et il acceptait qu'il y ait une élection. Il acceptait qu'il n'y ait pas de majorité dans le Parlement. Donc, ce qui aurait dû créer un équilibre des pouvoirs. Côté la présidence, c'est Maduro, c'est vrai, mais le Parlement, c'est l'opposition qui l'a donné. Mais voilà, mais trop d'influence externe fait que je dis à Guaido pensait qu'il est capable auto-proclamer comme président. Et d'ailleurs, il recevoir beaucoup de soutien, dont le soutien d'Haïti. Et même si son soutien est insignifiant, qui a coché sur l'autre influence. Donc, ça vient affaiblir encore Maduro, mais il n'est pas renforcé forcément Juan Guaido, parce que le soutien populaire de la révolution bolivarienne que Maduro a encore représenté là, donc soutien populaire, qui va faire que le pays a divisé, à mon avis. Mais est-ce que je dis par rapport à ça, qu'a passé en quasi proche d'une certaine guerre civile entre eux? Ah mais oui, si nous proche d'une guerre civile, si deux responsables ça pas de courage pour faire ça, l'histoire qu'a commandé là, c'est faire les pas pour les rencontrer, pour discuter, pour dialoguer et jouer une solution à l'interne. Parce que solution à l'externe influencée, que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis qui voulaient soutenir Guaido, qui demandaient les élections dans 8 jours, ce qui est irréalisable dans 8 jours, mais il n'est pas résoudre le problème vénézuélien parce que ou va le inversé maintenant dans l'opposition si Guaido remporte lui, eh bien, les soutiens de Maduro. Donc, et l'armée soutenue encore Maduro jusqu'à aujourd'hui là, tout peut changer, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. D'où solution qui t'a dressé deux pans de population face l'une avec l'autre et qui t'est arrivé mal, eh bien, il n'y a pas une solution viable pour le Venezuela et pour le peuple du Venezuela. Eh bien, la meilleure solution serait été que les deux leaders, les deux responsables, le président de l'Assemblée nationale et le président élu démocratiquement, qui est aussi Maduro, les deux sont démocratiques et légitimes quelque part. Eh bien, qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent et qu'ils trouvent un accord pour le Venezuela. Je dis à la Clarence Chounois, qui est ancien candidat à la présidence, professeur d'université, journaliste, écrivain, vote Haïti, non, qui regarde sur ça? Est-ce que Haïti est agi autrement? Qui répercussion ça va gagner sur le gouvernement, sur le gouvernement social? Certainement, Haïti est agi autrement. Mais c'est le choix politique de la diplomatie du président en exercice. Est-ce un bon choix? Est-ce un bon choix? Quel est l'avantage de la question qu'il faut poser? Qui avantage Haïti tirer de choix ça faire, de décision ça? Est-ce que, comparativement à ce que le Venezuela offrait à Haïti, Haïti vient mieux ailleurs? En tout cas, il faut qu'on dise nous ça. Et je lisais dans le Nouvelliste un article qui revient sur 62, lorsque Haïti avait voté contre Cuba aussi, à l'OEA, sous Duvalier. Qui offre des gains? Est-ce que vous concrétisé off ça? L'histoire est là pour nous rappeler les choses. Maintenant, qui offre le président Jovenel Moïse leur fait choix ça? Est-ce que son choix lui fait sous pression, de telle sorte que pour moi, elle n'est pas un homme d'État? Donc son choix que Clarence Chounois a contesté quelque part? Non, pas contester, mais il faut assumer le choix. Moi-même, si dans le passé, je n'ai pas un choix que assumer, mais dans l'avantage d'Haïti et de la population haïtienne. Et c'est la question que je me pose. Comme moi, pas qu'on est qui ça le joue, en retour, moi j'ai hésitant comme petit. Cependant, Haïti doit faire un choix pour moi-même qui allait dans le sens intérêt de la population haïtienne massivement. Je dis à nous une sorte de guerre froide entre Venezuela, c'est-à-dire ensemble deux acteurs qui ont interféré dans la crise là. Est-ce que à quest ce que nous supposons attendre nous les États-Unis que nous connaissons qui a lutté pour la question pétrole? Déjà une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, nous la Chine, la Russie mettait ensemble contre les États-Unis. Donc, qui ça je dis à ça dit en tant que apparence de retour de ça, la guerre froide, 30 ans après, 89-91, lorsque Gorbatchev, l'Union de Berlin tombé. Alors, guerre polémique, ça a soulevé pas de gens mourir, il était froid. Donc, guerre froide, peut-être que son
au réchauffement de la guerre froide et à travers positionnement qui gagnait par rapport à la situation au Venezuela. Même parce qu'aujourd'hui, l'économique est beaucoup plus fort que les décisions politiques. C'est l'économie qui a fini par des raisons. Mais nous, on remarque une reconstitution des blocs derrière le Venezuela. Peut-être que le Venezuela est trop petit, comme dire comme ça. Il va pas vraiment supporter l'arrêt ça. Cuba a pris le Kembe en 1962, la crise des missiles en 1963 avec les États-Unis. Parce que le pays est trop petit, intérêt que puissance soit cherchée à ne pas jouer là-dedans. Mais de toutes les manières, si nous tirons les leçons de l'histoire, je pense qu'il faut couper les influences externes, que ce soit le soutien que le Venezuela ou bien Maduro qui a joué beaucoup de Chine, la Russie, le Mexique et d'autres pays, que ce soit le soutien que Guaido qui a joué beaucoup de l'Union européenne des États-Unis, je crois que pour l'intérêt du Venezuela et pour la souveraineté de ce pays, il y a intérêt les deux pour rencontrer dans un dialogue et dans une solution. Toujours prenons un dialogue, Maduro dit qu'il est prêt pour chuter avec l'opposition aujourd'hui, qui ça qu'on attend de ça. Il faut que nous pensons que c'est une solution adéquate là. C'est la seule. Sinon, on va une guerre civile à l'intérieur qui va bon ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour aucun n'en fait plus. Donc, il va être dommageable pour le Venezuela. Donc, la solution raisonnable, logique, c'est le dialogue qui peut être le moteur de l'histoire pour faire avancer les choses. Étonner le monde. Guaido et Maduro dit c'est notre pays, notre intérêt veut que nous chitons parler ensemble. Maintenant, on peut partager le pouvoir. Monsieur Nanou, je vous remercie parce que tu as choisi d'accepter de répondre aux questions. Et nous avons auditeurs et téléspectateurs rendez-vous pour la prochaine séance parce que c'est une émission qui est assez intéressante. Je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. À la prochaine. Plaisir de vous recevoir aujourd'hui.